cette deuxième édition des Rendez-vous de l'inclusion. Pour rappel, les Rendez-vous de l'inclusion sont portés par la mission handicap de la Sécurité sociale. C'est une émission qui dure 60 minutes où nous allons vous donner des infos et des conseils utiles pour renforcer votre politique handicap et en l'occurrence aujourd'hui votre politique RH inclusive. Car le sujet du jour, c'est comment recruter et fidéliser les personnes, les travailleurs en situation de handicap. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord échanger avec Simona Burgiot-Dessimone, que vous connaissez bien, qui est la pilote de la mission handicap. Bonjour Simona. Bonjour Pauline. Merci d'être avec nous. Ensuite, nous allons avoir deux focus. Un premier focus sur l'alternance inclusive. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui dans notre studio deux témoins pour un retour sur expérience. Patrice Maïeko, qui est alternant depuis 1 an au pôle relations de service de l'URSSAF Île-de-France sur le site Champ-de-Marne, ainsi que Mona Lisa Kellal, sa tutrice. Ils vont nous rejoindre un petit peu après et vous allez voir, ils vont pouvoir nous parler de leur expérience. Ça fait 1 an que Patrice est alternant dans cette URSSAF et il a été recruté grâce à un partenariat avec Job in Live. On va vous en parler rapidement avec Simona. Enfin, en dernière partie d'émission, nous allons échanger avec notre grand invité Nicolas Bissardon, qui est directeur commercial d'handicap.fr. Handicap.fr, en fait, on organise chaque année avec eux un salon de l'emploi virtuel qui s'appelle Hello Handicap, auquel certains d'entre vous ont sûrement déjà participé. Et donc, nous allons avoir un petit temps d'échange avec lui en fin d'émission. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à tout moment via le chat et nous allons y répondre à la fin des séquences. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes prêts, on y va. Simona, donc le sujet de l'émission, c'est comment recruter et fidéliser les travailleurs handicapés. Déjà sur le premier volet, le recrutement, est-ce que tu peux nous dire quels sont selon toi les outils et les leviers qui peuvent être utilisés par les référents handicap ? Oui, Pauline, alors nous avons un très bon outil qui a été lancé dès le début de la première convention AGFIP et c'est une formation qui est dispensée par l'Institut 4.10 qui se nomme, attention, Intégrer la santé dans ses pratiques de recrutement. Aujourd'hui, nous sommes en train aussi de revoir ces formations-là pour les rendre plus accessibles à tout le monde et pour avoir aussi la possibilité de les effectuer en distanciel. Donc ça va venir dans les prochains mois. En tout cas, c'est une bonne base de commencer par une formation. Se former, ça permet en fin de compte d'intégrer mieux les informations qu'il faut connaître, aussi de se mettre un peu sur des mises en situation, des cas pratiques pour essayer d'anticiper ce qu'il va se passer sur le terrain et se préparer en fin de compte à la relation et l'intégration future de personnes en situation de handicap. Ensuite, on a un très bon réflexe, c'est celui-là de cocher la case de la multidiffusion. Alors, vous savez que nous avons un outil, c'est la B2 qui... La Sécu Recrute. C'est la Sécu Recrute. La bourse des emplois, la Sécu Recrute. Voilà, j'allais y venir. Effectivement, la B2, c'est l'outil qui transmet tous les annonces sur le site de la Sécu Recrute. Alors, une fois que le recruteur a rempli l'annonce, il a le choix de cocher des petites cases de multidiffusion afin que l'offre puisse aller aussi sur des sites dédiés aux personnes en situation de handicap, notamment sur le site AGFIP et aussi sur le site handicap.fr parce qu'aujourd'hui on est partenaire d'handicap.fr et donc ça permet en fait quoi ? La multidiffusion, elle peut aussi aller sur d'autres sites qui ne sont pas spécifiques pour les personnes en situation de handicap, mais c'est vrai que quand une offre arrive sur le site de l'AGFIP, la personne en situation de handicap, elle a peut-être mis une alerte sur un métier, sur une famille de métiers et tout ça, et donc il reçoit directement l'offre au lieu d'aller venir chercher sur la Sécu Recrute. Donc c'est une manière aussi de faire connaître le panel d'offres que la Sécurité sociale offre. On a 80 métiers chez nous, donc c'est assez intéressant de les multidiffuser, effectivement. Et puis, on peut avoir des candidats qui vont postuler directement et au moment où on coche cette petite case, en fait, on montre aussi quelque chose. L'organisme, il dit, je m'engage pour le handicap, je suis prêt à écouter. Et donc,
C'est plus facile pour la personne aussi qui postule sur une offre qui a été publiée sur le site de la GFIP, c'est plus facile pour lui de dire « je suis en situation de handicap ». Oui. Parce qu'il sait que l'employeur a fait cette démarche de multidiffusion. D'accord, oui. Donc c'est au final un petit geste, un petit réflexe à avoir quand on met en ligne une offre d'emploi, de ne pas oublier de cocher cette case qui peut avoir des grands effets. C'est ça. Et effectivement, on parlait aussi de cette possibilité, la multidiffusion, elle atterrit où? Elle atterrit en fait sur le site de la GFIP. Mais sur le site de la GFIP, il y a aussi une autre chose, c'est une CVTech. Souvent, les recruteurs ne le savent pas, mais ils peuvent aller chercher des profils de personnes en situation de handicap dans des CVTech. Alors, la CVTech de la GFIP, elle est gratuite. L'accès, en fait, il faut juste s'inscrire en tant qu'employeur. Donc, il faut renseigner une fiche avec le SIRET et tout ça. Nous n'avons pas un compte sécurité sociale. Donc, c'est à l'organisme de faire son inscription. Par contre, nous avons un partenariat avec handicap.fr et aujourd'hui, c'est effectivement possible aussi d'aller prendre les candidatures dans la CVTech de handicap.fr et ça, on en parlera tout à l'heure avec les fiches repères. D'accord, donc on a 2 CVTech, celle de la GFIP qui est gratuite et qu'on peut, on peut soi-même demander l'inscription et la CVTech d'handicap.fr et il me semble que les codes de cette CVTech codes de la CVTech sont dans la fiche repère recrutement qu'on verra tout à l'heure. Effectivement, il y a un code unique, il y a une adresse mail et un code d'accès unique. Donc si jamais le recruteur se connecte et ça ne marche pas, c'est parce que peut-être qu'il y a un autre organisme. On sait qu'il n'y a pas un engouement très important sur ces sites-là, donc c'était pas nécessaire à ce moment, au moment où on a pris cette CVTech d'avoir plusieurs codes d'accès, mais c'est envisageable si à un moment donné ça crée des difficultés. Voilà. Mais pour l'instant, normalement, tout va bien. Ensuite, on a la possibilité d'intégrer des alternants. Tu en as parlé tout à l'heure, dans la petite introduction, on aura des invités. On parle de l'intégration d'alternants en situation de handicap. Nous avons ouvert un partenariat avec JobILive, qui est un cabinet de recrutement spécifique pour personnes en situation de handicap et qui nous accompagne effectivement dans la recherche d'alternants intégrés dans nos organismes. Alors, nous avons pu accompagner 25 projets l'année dernière. Nous en avons autant cette année, 25. Pour l'instant, il y a une vingtaine de postes en fait, qui ont été redirigés vers JobILive. Parce qu'en fait, on a des organismes qui s'engagent avec plusieurs alternants, donc ce n'est pas 20 organismes, il y en a un peu moins. D'accord, oui, il y en a plusieurs par organisme. Mais on a 20 postes en tout cas aujourd'hui qui sont déjà attribués et donc il nous reste encore la place pour 5 postes. 5, d'accord. Donc voilà, je fais appel aux recruteurs qui nous suivent. Si vous souhaitez vous investir dans ce projet, il ne faut pas hésiter de m'envoyer un mail rapidement. Alors là, c'est les toutes dernières places, donc les premières arrivées seront les premiers servis. Donc voilà, ce sont des beaux projets parce qu'en fait, c'est une autre manière de recruter, c'est une autre manière aussi de sensibiliser. Voilà. C'est un partenariat qu'on a mené l'année dernière pour la première fois et qu'on renouvelle cette année. C'est dans le cadre de la convention GFIP, donc on avait prévu 2 années d'accompagnement. L'objectif, c'était l'intégration de 50 alternants. Nous n'y étions pas au rendez-vous l'année dernière. Et c'est pour ça que cette année, on demande vraiment aux organismes de s'engager dans la démarche avec l'objectif de recruter un TH. Mais voilà, à la fin de cette année, en fait, on termine cette convention GFIP en tout début 2024. Donc il faut profiter parce que c'est pas sûr que ça sera renouvelé. Ok, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on aura un petit échange avec Patrice Mailleco qui a été recruté via ce cabinet. Oui. Et vous allez voir, il va nous expliquer un petit peu comment il a vécu son alternance et sa tutrice aussi. Enfin, comment il la vit parce qu'il est toujours en poste. Un autre des leviers aussi dans le recrutement inclusif, évidemment, c'est de participer à des salons de l'emploi qui sont dédiés au handicap. On a l'URSSAF Auvergne, d'ailleurs, récemment, qui a participé à un forum régional. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, le SAF Auvergne, c'est un partenariat historique qui est avec le Forum régional parce que déjà, depuis que je suis arrivée à Lucan, c'est la première convention à GFIP, je sais que l'URSSAF Auvergne il était engagé sur ce forum-là. Alors,
comment ça fonctionne, l'URSSAF Auvergne? C'est en fait, elle a ouvert son réseau local, régional, ce qui est très important. On l'a dit même hier sur l'émission sur la semaine de l'emploi, la Sécu qui aura lieu en octobre. Que c'est important. Vous pourrez voir en replay sur ucans.fr si vous le souhaitez. Et c'est important effectivement d'ouvrir un réseau, un local, de s'appuyer sur des événements qui sont organisés. Et donc cette URSSAF a toujours fait ça, a toujours gardé une présence. Et cette année, elle a réussi à embarquer avec elle la CARSAT Auvergne. D'accord. Et en fin de compte, de ce partenariat est né aussi un accompagnement de la part de l'UCANS, parce que l'UCANS, en fait, comme il a été dit hier, mais je le rappelle, dispose d'une offre de services liée au salon de recrutement. Alors, c'est la mise à disposition de visuels, bien évidemment, mais dans certains cas, c'est aussi possible d'avoir un cofinancement. Ça a été le cas, en fait. Pour l'URSSAF, voilà, il faut se renseigner auprès du service recrutement, Émilie Varnier notamment. Mais effectivement, l'opportunité de être à plusieurs organismes sur un même salon, de porter la marque employeur sécurité sociale aussi. Ça, c'est très important parce que ça donne de la visibilité et on en parlera tout à l'heure aussi avec le salon virtuel Hello Handicap. C'est une force d'être à plusieurs, en fait. Il y a plus de possibilités de visibilité sur ces salons-là. Alors oui, les salons qui sont dédiés donc au handicap, qui déjà peut-être pour les candidats, c'est aussi peut-être plus simple comme démarche. Et puis, comme on a l'exemple là de l'URSSAF Auvergne, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité aussi de mutualiser avec d'autres organismes de sa région, aussi peut-être pour optimiser les coûts ou autres. Oui, côté bénéfice, effectivement, vis-à-vis de la relation avec le candidat, forcément, ce sont des salons que s'ils sont vraiment adressés à handicap, on a forcément un public en situation de handicap qui va venir. Et donc, ça facilite la relation avec les personnes parce que, en fait, le tabou de « est-ce qu'il faut que je le dise ou pas ?» tombe au moment où on franchit la porte de ce salon parce qu'on sait que si on est allé là, c'est parce qu'on est en situation de handicap et on a envie de rencontrer des employeurs qui sont ouverts au dialogue sur cet argument-là. Et c'est vrai que c'est un grand avantage. Et en ce qui concerne les recruteurs, à ton avis, comment est-ce que les référents handicap ou comment est-ce qu'ils peuvent sensibiliser leur service RH à ces sujets, ou comment est-ce qu'en tant que recruteur, on peut essayer de s'informer, de se sensibiliser? Alors, tu as parlé de la formation au début. Alors, il y a la formation, effectivement, qui est très importante, mais il y a aussi tout le travail qui est fait par les référents handicap dans l'organisme, de porter la sensibilisation, qu'elle soit vis-à-vis des recruteurs, mais que ce soit aussi vis-à-vis des équipes, des managers et des directions, sur les familles d'handicap, par exemple. Pouvoir connaître ces familles d'handicap, pouvoir s'approprier les différences en fait, des uns et des autres, ça permet aussi parfois un entretien d'être un peu préparé sur les attendus de la personne, sur les besoins, sur les aménagements. Et ça permet en fait là aussi de faciliter le dialogue. Il ne faut pas tout réexpliquer à la personne quand on se retrouve à un entretien de recrutement. Si le recruteur il est bien au parfum de... Alors bien évidemment on ne peut pas toutes les connaître, mais on peut avoir les grandes lignes des familles de handicap. On peut parfois s'approcher à des vidéos de sensibilisation aussi qui permet facilement de voir le quotidien. Sur les handicaps plus invisibles ou ceux qui sont peut-être moins connus. Bien évidemment, oui. D'accord. Voilà. Donc, et pour ça, vous pouvez utiliser aussi les outils de sensibilisation développés par la mission handicap. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont sortir à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées en octobre. Oui, voilà, on vous en parlera en temps voulu. Il faut aussi, excuse-moi, c'est important d'avoir une connaissance aussi de l'accessibilité réelle du lieu d'accueil, parce que ce n'est pas parce qu'on publie l'offre et qu'on l'ouvre à tout le monde qu'on peut réellement accueillir tout le monde. Parfois, il peut y avoir des freins techniques. Est-ce qu'on peut les dépasser? Est-ce qu'on est en mesure de mettre en place des choses pour des aménagements de postes spécifiques? Est-ce qu'il y a dans l'infrastructure même quelque chose qui empêcherait en fin de compte d'intégrer la personne ou pas? Est-ce qu'il y a des freins dans certaines équipes, dans certains services, parce qu'on a des biais cognitifs, on a tous des biais cognitifs et des idées reçues. Et donc du coup, aller chercher aussi, c'est un peu le travail aussi du référent handicap mais du recruteur, aller se renseigner un peu en amont à l'organisme, quels seraient les freins potentiels et donc
trouver des solutions. Et quand la solution n'est pas au rendez-vous, ne pas donner un faux espoir pour une personne qui postulerait et comprendre qu'il y a des limites, qu'on est en train de faire peut-être le nécessaire pour les dépasser. Voilà. C'est aussi côtoyer des associations, se mettre en lien avec des associations qui pourraient potentiellement diffuser des offres aussi, parce que c'est vrai, nous avons l'outil de multidiffusion, mais on peut aussi localement trouver d'autres canaux où diffuser les offres, donc se mettre en lien avec le réseau local. C'est pour ça c'est la force aussi de notre réseau, d'avoir des référents handicap territoriaux, qu'un local déniche aussi ces différentes, ces multiples solutions et les partage avec le réseau. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que nous insoufflons un mouvement, mais quand le mouvement il est un local, il arrive à s'approprier aussi des outils locaux. Moi, je ne connais pas depuis mon petit bureau ici à Montreuil. Je ne peux pas savoir tout ce qui peut se passer sur le terrain, aussi au niveau du potentiel d'une région. Et c'est important d'aller chercher aussi ces associations-là et s'appuyer. Et parfois, ils peuvent même accompagner sur l'embauche, en fait. Ils peuvent être aussi présents, il peut y avoir des associations, on en avait parlé sur l'émission de l'autisme, il peut y avoir des structures qui font de l'accompagnement, aussi de l'intégration. Ou aussi, une belle idée, moi je partage beaucoup, c'est celle de faire du mécénat dans des associations qui œuvrent pour… Du mécénat de compétences. Du mécénat de compétences, par exemple, dans des associations qui œuvrent pour accompagner les personnes en situation de handicap qui sont par exemple dans des reclassements professionnels et donc ils doivent juste présenter leur pitch d'embauche. Donc en fait, on arrive d'une manière différente à l'association. C'est pas j'ai un besoin, je publie mon offre et voilà si vous avez un candidat, mais c'est aussi accompagner. C'est là où l'employeur devient responsable en fait. C'est qu'il s'engage réellement dans sa région, dans son département ou dans sa ville avec des associations qui œuvrent aussi pour ces objectifs-là et pour l'intégration des personnes en situation de handicap. D'accord. En ce qui concerne plutôt la fidélisation, le maintien dans l'emploi, quels dispositifs peuvent être sollicités au niveau de la mission handicap Alors la fidélisation, ici, on l'entend comme une relation durable entre le collaborateur et l'organisme. Dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des situations de maintien dans l'emploi, des situations où le collaborateur se retrouve face à une maladie, à une difficulté. Pour un petit rappel, 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. C'est pas de naissance. Ça, c'est un biais cognitif aussi que nous avons. C'est parce que voilà, on est né en bonne santé, on le reste, ou on croise une personne et on croit que la personne, en fait, elle était toujours comme ça. Non, 85% des handicaps arrivent au cours de la vie. Donc, il faut aussi s'occuper du maintien dans l'emploi de nos collaborateurs. Pour ça, nous avons aussi une formation. La formation, donc là c'est du 4.10, elle s'appelle détecter des cas de maintien dans l'emploi, justement, c'est comment je fais pour les détecter. Mais c'est aussi communiquer avec les collaborateurs. Et pour communiquer, on a le biais de la sensibilisation, mais on a créé des plaquettes synthétiques mais efficaces. Qui s'affichent à l'écran, que vous pouvez retrouver dans l'espace organisme, dans l'espace dédié au handicap, s'engager en tant qu'employeur innovant. Voilà, donc effectivement, cette plaquette, elle est téléchargeable. Si vous voyez bien, il y a une zone, en fait, dans la plaquette qui est modifiable. Vous trouvez le lien dans le fil de discussion. Et cette zone modifiable permet à l'organisme d'intégrer le nom du référent handicap, son adresse mail, et donc de donner quelques informations locales, parce que l'objectif, c'est toujours de pouvoir se mettre en lien. En fait, une fois que je comprends, je suis sensibilisée au handicap, je comprends que je suis en situation de handicap, mais vers qui je dois me retourner. Et donc, c'est important que le référent handicap soit connu dans la structure. Cette plaquette aide, en fait. Alors, on sait qu'on a des structures de plus petite taille et d'autres de plus grande taille. Bien évidemment, dans la grande taille, c'est pas si évident que ça de connaître et de savoir qui est son référent handicap. Tout à fait, oui. D'ailleurs, je l'ai découvert récemment. Après, on en a parlé à la dernière émission, c'est l'expérimentation Alex.
Ça fait partie aussi de nos accompagnements. Les accompagnements dans le maintien dans l'emploi. On a d'un côté, aujourd'hui, on peut aussi accompagner les managers à mieux accompagner les personnes en situation de maladie et bien évidemment des personnes malades. Et les aidants, via notre dispositif Je suis proche aidant, où on peut y arriver aussi par le biais de la plateforme Alex. Oui, d'ailleurs, si vous souhaitez voir le replay de l'émission, c'est disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité sociale ou sur reconse.fr. Et pour terminer, on a les vidéos RQTH. Oui, voilà, des vidéos de sensibilisation qui ont donc été réalisées grâce à la convention AGFIP. C'est des petites capsules vidéo pour déconstruire un petit peu les préjugés, en tout cas essayer de parler des craintes qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ma reconnaissance ou pas c'est un peu décalé, un peu humoristique aussi. Voilà, il y a 5 capsules. Elles abordent un peu tous les biais cognitifs de la personne qui doit se reconnaître en situation de handicap et qu'en fait, au tout début, elle a des peurs, elle a des craintes. Elle a aussi des biais cognitifs comme nous, on est tous des êtres humains. Et du coup, elle se dit, mais non, mais si je vais le dire, que va-t-il m'arriver? Et donc là, dans ces capsules vidéo, on reconstruit en fait un peu le scénario qui peut se passer dans la tête d'une personne pour aller justement le rassurer et lui dire que l'employeur est là. On rappelle qui sont les figures dans l'entreprise qui peuvent être un soutien et aussi que voilà, parfois on en fait un peu trop dans sa tête et qu'il faut relativiser certaines choses. Voilà. On a 2 autres outils qui vont arriver, qui sont en cours de production. Donc on a une plateforme de prévention de la désinsertion professionnelle. Petit rappel, on a travaillé en 2019 sur un groupe de travail sur la PDP. Et dans ce groupe de travail, en fait, on a réfléchi à des outils à mettre à disposition. Et dans les outils, il y avait une plateforme PDP, mais on la présentera plus en détail quand les outils seront prêts. À côté de cette plateforme, il y a un Serious Game aussi pour nous accompagner à détecter les signaux faibles en cas de possible désinsertion professionnelle. D'accord. C'est une plateforme qui aura un volet un peu gamification où on va pouvoir jouer un petit peu pour... Il y aura vraiment un serious game mis à disposition plutôt des managers. La plateforme, c'est plutôt pour les DRH et les directeurs. C'est pour comprendre en fait comment je prends en charge cette problématique à l'entreprise et comment je peux faire de la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà. Je te remercie. Alors bien sûr, on ne peut pas être complètement exhaustif, mais on a essayé d'aborder les sujets un petit peu largement. Et puis, vous pouvez bien sûr écrire à Simona si vous souhaitez avoir plus d'informations, des précisions. Je vous propose de passer au focus donc, sur l'alternance et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Patrice Mayeko et Mona Lisa Kellal qui sont venus dans notre studio. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je vais commencer avec vous, Patrice. Vous êtes alternant aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites à l'URSSAF? Alors, mes missions à l'URSSAF, principalement, c'est l'accueil du cotisant. Je fais les traitements WAD quand il y en a à faire. Je prends les rendez-vous principalement pour les cotisants en physique, ou des fois il faut changer aussi le planning, parce que bien souvent on a des collègues qui sont malades, indisponibles, etc. Donc il faut souvent les changer le planning, par exemple. Et c'est principalement ça, parce qu'en fait, ce n'est pas aussi évident que ça pour moi, parce que en tant que pour la reconversion professionnelle, elle se passe bien, mais c'est-à-dire que l'URSSAF est un monde c'est vaste en fait. L'URSSAF est vaste. Mona Lisa en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est un monde qui est tellement vaste, qui a tellement de connaissances. Oui, donc, vous avez beaucoup de choses à J'ai plein de choses à... Et vu que je suis en alternance, il y a la partie scolaire, il y a la partie travail. C'est l'intitulé de votre formation? De ma formation, alors je suis en BTS GPME. D'accord, c'est gestion de la petite et moyenne entreprise. D'accord, ok. Donc c'est, par exemple, un truc tout simple, j'ai des dossiers à faire, à présenter au niveau du BTS, mais
je suis à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est un organisme qui a son mode de fonctionnement. Donc, le référentiel que j'ai au niveau du BTS, il ne colle pas forcément. Donc, je galère un peu pour arriver à faire le dossier plutôt. Mais bon, Bon, en tout cas, j'ai pu échanger avec Mona Lisa en amont et elle a l'air plutôt très contente de votre travail. Après, Vous êtes en situation d'apprentissage aussi. Tout à fait. Et bon, je suis entouré de collègues qui sont bienveillants. Ça joue beaucoup parce qu'ils sont conscients que je suis en apprentissage et que bon, j'ai les cartes en main pour apprendre, mais bon, ça me demande du temps en fait. Ça demande du temps. Justement, vous avez accepté de nous parler un petit peu de votre handicap. Vous êtes porteur d'un handicap auditif. Invisible. Ouais. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous expliquer comment ça vous impacte au quotidien? Alors au quotidien, vu que c'est un handicap invisible, moi-même j'ai du mal à l'expliquer en fait. Mais en fait, Madame Simona parlait des biais cognitifs. Et cognitivement, j'ai du mal des fois à faire des liaisons, à structurer mes idées. Parce qu'en fait, je suis resté... j'ai eu un AIT, un AVC, donc j'ai eu beaucoup de séquelles au niveau du cerveau. Donc j'ai du mal à faire certaines connexions. Donc après, il faut me rappeler certaines choses. Bon, je comprends les choses. Mais bon, après, il faut être dans la bienveillance avec moi souvent. Bon, c'est vrai que des fois, moi-même, ça m'embête en fait, d'avoir tout le temps à être comment dire, en situation d'accompagnement, de soutien en fait. Ouais, d'être tout le temps à vous appuyer sur les autres. Des fois, c'est... Oui. J'ai quand même un peu de fierté. Je me dis, bon, je ne vais pas embêter les collègues tout le temps, les embêter, parce qu'ils ont leur travail. Donc, des fois, je suis gêné. Je suis gêné, des fois. Voilà. Mais c'est vrai que, Mona Lisa, vous m'avez expliqué que vous êtes aussi adapté et de l'ensemble de votre service et que vous aviez aussi, que vous appréciez chez Patrice certaines qualités, notamment humaines, qui sont très fortes chez vous sur l'écoute, l'accueil des cotisants et qui sont aussi, en tout cas, on a préparé un petit peu avant l'interview que c'était aussi une qualité qui vous avait plu. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire, parce que c'est la première fois en fait que vous recrutiez en 2022 à la fois des alternants et vous avez fait ce partenariat avec Job in Live, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui a guidé ce choix? Alors j'ai été accompagnée par les ressources humaines de l'URSSAF Île-de-France qui m'ont proposé de recruter une personne en situation de handicap et donc j'ai accepté. Et lors de l'entretien avec Patrice, c'est vrai que on a bien échangé sur les différentes compétences qu'il avait pu développer dans ses expériences passées. Parce que finalement, on est dans un organisme de sécurité sociale, mais les compétences, elles peuvent être transposables. Et Patrice avait un bon relationnel avec les clients, une belle qualité humaine au niveau de l'écoute et de l'accompagnement. Et c'est ça qui m'a plu dans son profil. Donc voilà, il y a eu cet échange qui a été positif. Et c'est pour ça que j'ai recruté Patrice à l'accueil. Donc il faut savoir qu'à l'accueil de l'URSSAF Île-de-France, on recherche vraiment des personnes avec des qualités humaines, d'écoute, parce qu'on reçoit des usagers qui sont parfois en situation difficile. Et donc c'est cette compétence-là que j'ai voulu rechercher chez Patrice. Et c'est vrai que votre profil, il est intéressant aussi parce que parfois, quand on pense alternance, on va forcément penser à des jeunes étudiants, alors qu'en fait, il y a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui ont recours à l'alternance et qui apportent en fait aussi des compétences qu'elles ont développées dans leur première partie de carrière. Exactement. Du coup, c'est aussi intéressant de vous avoir pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en tant que recruteur, quelles ont été les clés de réussite pour vous de la prise de poste de Patrice et de son intégration dans l'équipe? Alors déjà, lors du recrutement, on a évoqué la situation pour savoir s'il y avait besoin d'adapter le poste. Je pense oui, tout à fait. Donc on en a un peu discuté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ciblé toutes les adaptations nécessaires. Et c'est vrai qu'au fil de l'eau, au fil de la prise de fonction, on a fait évoluer aussi ces adaptations.
notamment sur le volet accompagnement. On a renforcé l'accompagnement, renforcé les échanges aussi, puisque c'est en échangeant en fait, finalement avec Patrice qu'on peut adapter le... Oui, vous m'aviez dit c'est un processus en fait c'est un chemin, permanent, c'est pas juste au moment de l'entretien voilà. et puis on s'adapte aussi en apprenant à se connaître. Exactement, en vérifiant si ça se passe bien sur le terrain, s'il y a des difficultés. Et nous, en contrepartie, avec son manager, on essaye d'adapter que ce soit l'activité, l'organisation, les monitorats sur le site. Voilà, on essaye d'adapter par rapport aussi à ses besoins. Et comme l'a dit Patrice, c'est vrai que l'URSSAF de France, c'est un monde assez vaste, puisque les cotisants sont très différents. Oui, c'est multiple. Voilà, selon le type de cotisant. Donc on va aussi adapter par rapport au type de cotisant que Patrice a le plus étudié. On va essayer de cibler sur cette partie-là et le faire progressivement. D'accord. Et Patrice, je reviens un peu en amont. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé vos échanges avec Job in Live Tout à fait. Alors, en fait, je postulais et je postulais un peu tout azimut. Je postulais partout. Et comme Simona l'a dit, je crois que j'avais coché une case où on demandait de partager mon CV avec des Job in Live, Indeed, etc. Je ne vais pas les nommer. Et donc, j'ai coché. Et puis, j'ai été contacté par Job in Live. Ils m'ont proposé deux. Alors, il y avait l'URSSAF et il y avait la sécurité sociale de l'Essonne. De l'Essonne, d'accord. Et finalement, bon, j'ai été à l'Essonne, ils m'ont pas, ça n'a pas matché, on va dire. Et ensuite, j'ai eu Mona Lisa qui m'a appelé avec Madame Robur. Et ils ont fait le recrutement par Teams. Ça s'est bien passé. Et puis, heureusement que j'avais coché la petite case Job in Live que je veux qu'ils partagent en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir cette alternance. Voilà. Et Job in Live, ils vous ont contacté directement pour vous mettre en lien? Ils m'ont contacté directement avec eux. D'accord. Voilà, ils m'ont contacté directement et franchement, je galérais de ouf. Franchement, je galérais franchement. Et ça a été vraiment une bouée qui, quand ils m'ont appelé, je me suis dit waouh, super. Job in Live m'a appelé, c'est un cabinet de recrutement. Donc, ça ne peut que déboucher sur... C'est valorisant aussi d'être appelé par un cabinet de recrutement. Enfin, tout à fait. On a tous vécu ces périodes angoissantes de recherche d'emploi. Non, c'est une période très... Ça a été très stressant. Franchement, c'était stressant. Et, quand Job in Live m'a appelé, franchement, j'étais content. Et là, ça fait 1 an donc, que vous êtes en alternance à l'URSSAF. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Alors, en fait, ça me permet de... C'est tous les jours que je me remets en question sur mes qualités, mes compétences, parce qu'en fait, ça me fait chercher des solutions, ça me fait chercher beaucoup plus loin. Je veux vraiment progresser. Ouais, vous avez l'impression de vous dépasser un peu. Ouais, je veux vraiment progresser, et puis, bon, ça demande du temps. Bon, je sais que le temps, j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça demande du temps malheureusement. Bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais avancer, je vais progresser. Et voilà. Comment vous vous sentez avec vos collègues, dans l'équipe? Comment s'est passé l'intégration? Alors avec les collègues, ça se passe très bien. Bon, comme je vous disais auparavant, ils font preuve de beaucoup de bienveillance, ils sont à l'écoute. Et personnellement, j'essaie de les déranger le moins que possible parce que c'est vrai qu'ils ont du travail. Donc c'est vrai que venir les déranger, c'est tout le temps, c'est pas top quoi. Donc j'essaie de les déranger le moins que possible quoi. Mais ça se passe bien, ça se passe bien. Ils ont été sensibilisés aussi sur l'accueil de Patrice, donc il n'y a aucune crainte à avoir avec l'équipe. Hein, oui, tout à fait. Quand on a un nouveau collaborateur, déjà on pose beaucoup de questions, c'est normal. C'est rassurant même, je dirais. Parce que si on ne pose pas de questions, c'est un peu plus inquiétant. Mais non, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est-à-dire que personnellement, ça m'embête de... Mais je pense que là, on a progressé déjà. Oui, beaucoup, parce que bon, je vais aller voir beaucoup moins qu'avant.
c'est déjà très bien, mais je n'ai jamais eu de remarques ou de réflexion, Voilà. en fait. Ouais. Donc, Oui, ça va. ce qui prouve que c'est important d'instaurer un climat de bienveillance parce qu'en fait, on va déjà intérioriser le fait qu'on a peur de poser trop de questions, etc. Alors que en fait, les gens en face ne vont pas forcément être dérangés. Mais du coup, c'est vrai que c'est important de le promouvoir au sein du service. Est-ce que vous recommandez l'alternance à la Sécu? Ah, tout à fait, tout à fait. Oui. Tout à fait, Pourquoi? parce que l'alternance, c'est un moyen qui est... c'est formidable, en fait. On apprend à l'école, on apprend au travail, et en fait, on est censé reproduire ce qu'on apprend à l'école. Donc, en fait, on est payé pour ça. Donc, En même temps, vous effectuez un travail aussi. Donc, mais c'est un dispositif qui mérite à être connu et reconnu. Parce que franchement, c'est formidable. L'alternance, c'est génial. Franchement, à mon âge, voir ça. Si quelques années en arrière, j'avais connu ça. Vous imaginiez pas il y a quelques années que vous... Ah non, mais je n'aurais même pas imaginé reprendre mes études, les études à mon âge. Et déjà, là j'ai repris les études, c'est déjà bien, c'est déjà très bien même. Mais apprendre le travail à mon âge et redémarrer la vie, c'est encore plus formidable. Oui, c'est une belle opportunité. Bon, l'alternance, c'est formidable, franchement. Et à la sécurité sociale, avec nous, URSAF? Non, mais à la sécurité sociale, comme je le dis, je suis entouré de personnes bienveillantes, puisqu'il y a une équipe qui est... ils sont bien, ils sont super, donc... que dire de plus que d'être à l'écoute, d'écouter les conseils qu'ils me donnent, et être à l'écoute ensuite, et progresser. Et quel conseil vous donneriez à des personnes qui justement envisagent de recruter un alternant? Alors nous, en ce qui concerne à l'URSSAF Île-de-France, on peut bénéficier d'une formation pour devenir tuteur en fait. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé sur le rôle du tuteur pour l'alternant, parce que ça permet de se remettre un peu dans un contexte, savoir qu'on est là pour, d'une part, faire réaliser une activité, mais aussi aider dans la scolarité de l'élève. Et ça, c'est aussi une partie que je ne connaissais pas et qui est très enrichissante. Et donc, du coup, j'apprends aussi avec Patrice sur ce qu'il apprend à l'école, tout simplement. Oui, une formation, il partage des choses aussi sur plein d'outils qu'on n'a pas forcément encore utilisés, nous, dans notre organisation. Donc, c'est un partage de connaissances et de pratiques. Et vous me disiez aussi que en fait, ça prend quand même du temps, qu'il ne faut pas y aller à la légère et que c'est aussi un investissement parce que c'est la scolarité aussi des personnes qui est en jeu. Exactement, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faut être en lien avec l'école, en lien avec l'élève, avec l'apprenti, et en lien aussi surtout toute la partie managériale de base en fait, toutes les activités d'accompagnement, etc. Donc c'est vrai que ça prend du temps, il faut s'investir. Pour ma part, j'ai 2 alternances cette année, donc c'est vrai que c'est un investissement important, mais c'est très enrichissant. Très bien. Je voulais souligner les clés de succès de ce binôme-là. D'une part, on a un Patrice en fait qui a su diffuser son CV, se rendre visible, en fait, rendre visible le fait qu'il avait un handicap et qu'il cherchait du travail, ce qui a permis à JobiLive de le trouver dans les bases de données. Ce qui est assez important parce que JobiLive fait un travail de recherche, d'aller dénicher les bons profils, mais forcément les profils, il faut qu'ils se mettent en avant parce que sinon ils risquent de ne pas les trouver. Et de l'autre côté, on a une URSSAF très ouverte en fait, à l'intégration, à la diversité, à l'adaptabilité aussi, parce que parfois, c'est pas parce que on a intégré et qu'on a compris que la personne, il avait des aménagements au tout début, et là ils sont Mona Lisa, elle est tout le temps sur le comment je peux mieux faire en fait pour lui rendre plus facile la vie. Il y a de la sensibilisation dans l'équipe, donc en fait toutes ces petites choses là permet qu'aujourd'hui, vous pouvez venir témoigner et ça fait un bon partenariat que vous avez noué entre vous et ça donne des bons résultats de part et d'autre en fait. Oui, c'est parce que ce que vous nous expliquiez aussi en amont de l'émission, c'est que ça a été un vrai dialogue et que ça a été aussi parfois des demandes de Patrice, vous vous êtes adapté et qu'en fait, ça ne peut pas être parfait dès le début. Oui, il faut savoir écouter aussi l'alternant et surtout la personne qui est en situation de handicap parce que ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement, le handicap.
Nous, on l'avait abordé lors de l'entretien. Mais c'est vrai qu'au fil de l'eau, il fallait qu'on en rediscute, parce que moi, le jour de l'entretien, c'est figé, mais après, au fil de l'eau, on évolue, vous voyez vos difficultés, moi, je vois comment on peut adapter, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut suivre tout au long, en fait, je pense, du parcours. Et puis parfois, les difficultés se présentent au moment où on se met en situation de travail. Oui, dans le sens que on les anticipe pas, même le candidat. Même le candidat ne peut pas trop savoir tout à qu'est-ce que va-t-il se passer, surtout sur des difficultés cognitives comme celle de Patrice. Il ne peut pas savoir à quel moment en fait l'information elle est perdue. Et donc quel est le process qu'il faut mettre en place derrière, peut-être noter sur un cahier, lui mettre des rappels, voilà. Mais tout ça, ça se construit avec l'employeur. Il faut que l'employeur soit ouvert effectivement à accompagner le candidat parce que sinon le collaborateur, parce que sinon effectivement après c'est l'échec pour les deux. En tout cas, je vous remercie vraiment, c'est super que vous soyez venu témoigner. Je sais que ce n'est pas forcément une démarche facile et en plus vous êtes là, les internautes ne le voient pas, mais on est entouré de caméras, donc c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rester avec nous, on va juste passer pour cette dernière partie d'émission à l'interview de Nicolas Bissardon, qui est directeur commercial d'handicap.fr. Bonjour Nicolas, vous m'entendez ? Bonjour. Pour commencer, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre média, handicap.fr, et aussi votre rubrique emploi, et puis peut-être aussi vos services, parce qu'on ne connaît pas tout. Bien sûr, avec plaisir. Merci pour l'invitation, merci pour les échanges. Apparemment, c'était vraiment très, très intéressant, très instructif, et ça confirme tout ce qu'on va peut-être vous dire dans les questions suivantes. Handicap.fr est un média qui traite tous les sujets du handicap et de tous les handicaps depuis 2002. C'est un média qui a toujours été en ligne, 100% numérique. Donc 2002, c'est la préhistoire du web, ça fait plus de 20 ans. C'était avant Facebook, avant la DSL. Et Internet nous est paru évident parce que c'est une source d'information qui est accessible à tous. Et c'était l'idée aussi de départ, c'était d'apporter des réponses aux personnes concernées par le handicap directement ou indirectement à travers plusieurs piliers. Donc il y a un axe information qui est très fort avec une équipe de journalistes qui publie des articles quotidiennement. Un axe autonomie, parce qu'on estime que pour une vie active, ordinaire, l'autonomie est un prérequis. Et enfin, l'emploi, parce qu'on pense que l'accès à l'emploi est essentiel dans un quotidien de chacun. Et du coup, on a souhaité agir dans ce sens-là. Et la partie média est libre d'accès, hein, on peut... Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a même une newsletter qui est gratuite, qui est adressée tous les 15 jours à nos abonnés et qui reprend l'actualité et qui diffuse des ressources en lien avec le handicap. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez avoir des informations ou une veille, c'est toujours bien de s'inscrire à ce type de newsletter. Et c'est vrai que nous, on organise avec vous annuellement donc un salon virtuel qui s'appelle Hello Handicap, mais comme le rappelait Simona, en fait, vous avez une CVTech et il me semble aussi une rubrique emploi qui existe toute l'année en fait. Hein. Tout à fait. On agit avec deux actions concrètes pour favoriser l'emploi des personnes handicapées en France. Donc un job board classique avec la diffusion d'offres d'emploi et une CVTech disponible pour les recruteurs. Et en effet, un salon de recrutement en ligne qui a lieu 2 fois par an au mois d'avril et au mois d'octobre, qui permet la mise en relation et l'organisation d'entretiens de recrutement par téléphone ou par chat. D'accord. Excusez-moi Pauline, pour clarifier, pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, Nicolas organise ces 2 salons chaque année, mais nous avons passé un marché avec handicap.fr
Et donc, on a créé un rendez-vous dédié sécurité sociale. Spécifique sécu. Voilà, donc c'est un salon sécurité sociale porté par Hello Handicap. Et lors du dernier, juste pour donner quelques chiffres, on a eu 62 organismes qui ont participé avec 280 offres et 244 candidatures qui ont été, qui ont passé le step pour aboutir à des recrutements ou pour avoir les entretiens, deuxième entretien. On a eu plus de 40 000 visiteurs. D'accord, oui. Ça, il faut le dire, c'est ça que je disais tout à l'heure, l'union fait la force. Au moment, en fait, on se met tous ensemble autour d'un événement comme celui-là, c'est la visibilité de nos offres, la visibilité de nos métiers, la visibilité de la marque employeur, l'attractivité sur... voilà, parce que parfois, on ne pense pas être architecte à la sécurité sociale, ce qui est aussi le cas, on les a à Lucans, ou être médecin, ou être sur des métiers, voilà, on pense aux équipes support, on pense aux personnes de l'accueil, mais en fait on a tout un panel d'offres. C'est vrai que quand on crée cette plateforme-là, on a d'emblée une visibilité des offres qu'elle est portée à un public très important. Et du coup, voilà, on peut participer désormais depuis... on en est à la 4e édition. Oui, c'est la 4e édition. On en parlera juste à la fin sur l'édition qui arrive en 2023. Juste pour revenir au sujet de l'émission, Nicolas, la question que j'avais envie de vous poser, vous, c'est justement, vous, quels conseils vous donneriez à des recruteurs, des personnes qui travaillent dans les ressources humaines sur le sujet du handicap au travail? Alors, je n'ai pas de conseils proprement dit en lien avec le handicap, parce que pour nous, le recrutement de travailleurs handicapés, c'est avant tout du recrutement. C'est les mêmes méthodes. C'est là où il peut y avoir une spécificité, c'est sur le sourcing de ces profils-là, qui sont des profils qui ont longtemps été discriminés par chez de l'emploi, et qui le sont encore. Hein. C'est quand même une des premières sources de discrimination en France. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à s'orienter vers des acteurs légitimes qui vont assurer un climat de confiance avec les employeurs qui sont présents à ces rendez-vous. Après, il est évident qu'il y a parfois des parcours professionnels qui sont plus ou moins linéaires, et cela peut demander une ouverture d'esprit de la part des recruteurs et une acceptation de la différence pour s'adapter aux besoins spécifiques. Mais pour connaître les besoins spécifiques, il faut prôner le dialogue. Et pour moi, c'est le côté humain du mot RH, quoi. Enfin, c'est vraiment cette dimension-là. L'idée, c'est de recruter la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour que ce soit des recrutements pérennes. Vous, sur votre rubrique emploi ou votre CV Tech ou les gens qui participent au salon, vous avez quel type de profil, s'il y a un type de profil Alors, je ne saurais pas vous décrire le profil type du travailleur handicapé, parce que non, je voulais dire plutôt tout le monde peut être concerné par le handicap. Pour moi, c'est le reflet de la société. Après, sur nos actions, on s'adresse à des candidats qui sont autonomes dans leur recherche d'emploi. Donc, c'est des profils qui sont assez expérimentés, plutôt diplômés, et c'est pas forcément les stéréotypes qu'on entend autour des travailleurs handicapés qui pourraient être moins compétents ou moins diplômés. Le handicap peut vraiment toucher tout le monde, et comme l'a dit Simona tout à l'heure, il y a une très forte proportion de handicap invisible, donc a priori des candidats qui peuvent avoir une vie professionnelle avant que le handicap survienne en cours de vie, et une expérience à partager et à mettre au service d'un employeur. Oui. Est-ce que vous pensez, c'est vrai que vous me disiez, je n'ai pas de conseil particulier, c'est un recrutement comme un autre, mais est-ce qu'il y a peut-être quand même certains biais cognitifs ou certains process qui peuvent être un petit peu revus ou qui peuvent être adaptés? Alors, nous, une autre raison pour laquelle on a opté pour le digital, pour l'organisation de nos salons en ligne, c'est de dématérialiser les contraintes. Le fait de dématérialiser les contraintes et de prendre contact avec le candidat par téléphone,
enlève les biais visuels qui peuvent peut-être donner une idée reçue sur les capacités d'un candidat. Le fait de passer les entretiens par téléphone, par chat, permet de se concentrer sur les compétences. C'est peut-être facilitant pour les recruteurs de ne pas avoir de biais qu'on peut avoir lors d'une rencontre. Le fait que le premier contact se fait par téléphone permet aussi d'ouvrir plus facilement le dialogue des deux côtés. Après, pour moi, le recrutement, c'est vraiment l'affaire de deux personnes. Il y a le rôle du recruteur qui doit être ouvert d'esprit, mais il y a aussi le rôle du candidat qui doit être capable d'exprimer son projet professionnel et ses besoins spécifiques éventuels. Oui, vous êtes vraiment aussi dans votre philosophie, aussi sur un discours d'autonomie. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, notamment quand on va voir la photothèque, on a une diversité de profils, de personnes. Et après, comme disait Nicolas, effectivement, ils sont sur... on peut dire que la plateforme, elle s'est désormais spécialisée sur des profils autonomes, des profils qui sont en recherche active ou qui sont même en poste. Déjà un poste. Et voilà, déjà un poste, changer. donc qui sont diplômés, qui ont déjà une belle expérience. Après, il faut rappeler qu'effectivement, parfois, il y a des parcours qui ne sont pas évidents. Là, on a le cas de Patrice. C'est qu'on est dans un métier, on se reconstruit, en fait, parce qu'il y a des choses que notre vie, voilà, il peut nous éloigner d'un parcours spécifique. Donc, je pense le recruteur doit être un peu plus ouvert à cette diversité-là, à se dire que ce n'est pas parce que le parcours, il n'est pas linéaire, qu'en face de moi, je n'ai pas une personne compétente. Qu'elle pourrait, voilà, la personne, si elle postule, c'est parce qu'elle a un intérêt pour le poste, bien évidemment. De l'autre côté, il faut étudier les compétences, mais non pas liées à un parcours linéaire, à un diplôme, et puis à des expériences qui s'inscrivent toutes dans la même lignée, mais prendre aussi le fait que cette personne, elle a pu avoir des détours dans sa vie, et on va le prendre en compte dans tout son parcours, et donc on ouvre un peu les chakras pour se dire on accueille l'autre. Il y a de ça, et il y a aussi les périodes de maladie. Moi, je voulais souligner ça parce que pour des personnes en situation de handicap, parfois il y a des ruptures, des périodes de maladie qui peuvent survenir et qui, en fin de compte, il y a des trous dans les CV. Mais aujourd'hui, il faudrait être un peu plus prêt à poser la question sur quelles sont les compétences que la personne elle a dû développer pendant sa maladie. Oui. Et la personne elle devrait être un peu plus prête à les mettre en avant aussi. Voilà, ça fait partie des soft skills, effectivement. C'est que les personnes, elles traversent, c'est des sacrées traversées, les maladies, c'est rien d'évident. On en a touché un peu pendant le Covid, pendant le confinement, comment c'est difficile de rester enfermé, bloqué. Voilà, et du coup, je pense que c'est des choses qu'il faut mettre en valeur pendant les recrutements. Et les recruteurs, pour moi, ils ne doivent pas hésiter, non pas de demander, il ne faut pas poser la question sur la maladie, bien évidemment, ni sur que s'est-il passé pendant cette période de rupture en rentrant dans la vie personnelle. Par contre, en disant, mais quelles compétences vous pensez avoir développées, en fait, sur cette période. Ça, je trouve que c'est très important. Et c'est là où, Nicolas, effectivement, je te rejoins. Il ne faut pas adapter un recrutement. Le recrutement doit rester celui qu'il est, un recrutement classique. Et en même temps, c'est cette sensibilisation, en fait, je pense, des recruteurs qui va permettre aussi cette ouverture là, de la différence. Voilà, c'est vraiment ça. Et si je peux me permettre de compléter, Simona, c'est aussi le rôle des candidats d'oser exprimer et du coup les recruteurs peuvent être... Le fait que les recruteurs soient à l'écoute favorisera le récit et ouvrira des possibilités de mettre en avant des compétences acquises au cours d'une rupture professionnelle. Voilà, parce que ça peut être un voyage en terre inconnue pour les personnes qui sont confrontées à la maladie ou à un accident, ils doivent traverser une rééducation. Et forcément, ça va avoir un impact sur leur personnalité et sur leur résilience, sur
c'est des points positifs qui peuvent être recherchés en entreprise. Bien sûr. Et comme tu le disais, c'est une rencontre en fait entre un recruteur et un candidat. Et c'est les deux qui doivent jouer le jeu. Et on a un bel exemple en plateau. Dernier point, donc on aura un salon Hello Handicap à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc comme chaque année, désormais, on répète aussi cette année cette aventure. C'est un salon virtuel sécurité sociale sur la base de Hello Handicap, parce qu'il y a handicap.fr derrière qui nous accompagne. Il se passera fin novembre. Et donc, il y aura une lettre d'information qu'elle sera adressée, comme d'habitude, aux organismes pour que les organismes puissent s'inscrire. Cette lettre d'information arrivera avant l'été et l'inscription des organismes doit se faire avant fin septembre. D'accord, donc il y a tout l'été pour... Voilà. Alors, pourquoi le salon il est à fin novembre et les inscriptions sont à fin septembre ? Parce qu'en fait, sur le mois d'octobre, on saisit les offres, on s'approprie le stand, on met en valeur en fait l'offre, les différents postes qui sont à pourvoir. Pour rappel, on n'est pas obligé de publier des offres actives. On peut publier des offres pour faire une recherche de candidats en vue d'un recrutement que peut-être il va arriver peu après le salon ou quelques mois après. Les recruteurs connaissent très bien leurs besoins. Et du coup, c'est important qu'ils puissent aussi se constituer un vivier. C'est une anticipation en fait de recrutement. Le 25 octobre, aux alentours du 25 octobre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, toutes les offres qui ont été publiées seront portée par une grande communication qui est faite par handicap.fr. C'est là où le partenariat fonctionne vraiment bien. C'est cette puissance qu'ils ont d'aller chercher les candidats, de communiquer. Et donc, c'est pour ça qu'on demande l'inscription à fin septembre des organismes. Et ensuite, la saisie des offres, elle est vraiment importante sur le mois d'octobre, ce qui va permettre après la diffusion de toutes les offres et donc la mise en visibilité des métiers qui sont portés pendant le salon, ce qui va faire l'attractivité. C'est ça qui va attirer. Et en fin de compte, c'est à partir du 25 octobre, dès qu'on ouvre la com, que les candidats prennent connaissance des offres. D'accord, oui. Et ils se préparent pour postuler. Le salon. Et après, fin novembre, il y a une phase de pré-analyse des candidatures par les recruteurs. Et puis, il y a 3 jours toujours qui sont dédiés à la rencontre entre le candidat et le recruteur. Ce qu'il a dit tout à l'heure, Nicolas, il a parlé du fait que les entretiens se passent par téléphone. Il n'y a pas de visio, parce qu'en fait, parfois, les candidats ne sont pas outillés à la visio. Nous, on est habitués à l'entreprise, on a tous Teams, Zoom, voilà. Désormais, on s'est vachement habitués à ça. Mais non, les candidats, parfois, ils ne sont pas outillés pour. Donc, c'était un choix, hein, Nicolas, vous avez fait ce choix, en fin de compte, de ne pas mettre la visio pour faciliter l'accès aux candidats. Et on étudie. On ne sait pas encore si on va y arriver cette année, parce que l'année dernière, vous l'avez testé sur Hello Handicap, Nicolas, je pense l'accueil pour les personnes sourdes avec un prestataire externe pour de la traduction simultanée. On doit juste, nous, arriver à rentrer dans cette case, parce qu'en fait, on est... plusieurs organismes derrière et la ligne, c'est une seule. Donc, comment on fait matcher les différents entretiens des uns et des autres ? On va l'étudier de près et on verra si on arrive à avoir aussi un traducteur. Autrement, il y a la chat. On peut toujours faire un entretien. Voilà, il y a toujours une solution de chat qui est la solution historique, en fait, qui a été proposée. Mais aujourd'hui, bien évidemment, Hello Handicap s'outille de plus en plus et nous, on va essayer de suivre derrière. Voilà. D'accord. Je vais regarder si on a eu des questions d'internautes. Alors, a priori, non. Bah, écoutez, on espère que c'est parce que vous avez bien tout compris. En tout cas, si vous voulez nous faire un retour sur l'émission, on a un questionnaire de satisfaction que vous pouvez remplir. Ça nous intéresse toujours d'avoir un peu vos avis et de savoir comment vous recevez ce contenu. Oui. Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. C'était vraiment une belle émission. Je suis super contente qu'on ait pu aussi avoir des personnes qui viennent d'organismes. J'espère que c'est quelque chose qu'on refera régulièrement dans les rendez-vous de l'inclusion. Merci beaucoup Nicolas Bissardon aussi pour vos points de vue. Merci Simona. Nous, on vous donne rendez-vous donc en juin. En juin, on aura
Le 1er juin, une émission sur l'accessibilité numérique. Et aussi, donc avant l'été, vous aurez ces informations pour le Salon Hello Handicap à ne pas rater. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis je vous souhaite à tous une belle après-midi. Au revoir.